Parce que finalement, est-ce que le racisme n'est pas d'abord social? Et que les catégories qui sont touchées par le racisme, c'est du social d'abord, c'est leur appartenance pas simplement à leur couleur, et je pense que c'est pas simplement la couleur de la peau, hein, c'est pas simplement l'appartenance religieuse, c'est aussi l'appartenance sociale. Comment conquérir le droit au mariage pour tous dans toute l'Europe? J'aime bien avoir le point de vue des intervenants et s'ils ont des idées. Voilà. L'adoption par la France de cette avancée, l'ouverture du mariage civil, ça contribue à que dans d'autres pays, des parlementaires, des associations, des personnalités de la société civile mettent sur la place publique ce type de débat. C'est comme ça qu'on avance, alors qu'il est, comme vous le savez, à part la libre circulation des marchandises, l'espace européen n'est pas unifié ni d'un point de vue social, ni fiscal, ni réellement politique. Donc c'est l'insuffisance, mais il ne faut pas mésestimer le rôle de levier, et notamment l'aide qu'on peut apporter à des associations qui luttent en faveur de ces droits-là. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais il y a quelques jours, l'Assemblée nationale a voté la loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, une loi qui contribue notamment à pénaliser le client et à supprimer le délit de racolage passif. Vous avez dit tout à l'heure, après tout, un rapport sexuel entre deux personnes majeures consentantes, on ne voit pas vraiment le problème. Moi, j'en vois un parce qu'au niveau de la prostitution, si on regarde les chiffres, et on a eu beaucoup de reportages ces derniers temps, pour 90% des prostituées, c'est un système de traite qui est mis en place. C'est pas la prostituée qui fait ce choix complètement librement. Il y a une traite de l'être humain. La loi, c'est son rôle aussi. C'est son rôle de protéger le plus faible contre la loi du plus fort. Et là, en matière de prostitution, le plus fort, c'est celui qui a l'argent, c'est le client. Donc il appartient à la loi de le dire, de qualifier surtout la prostitution comme une violence. Tu peux faire court, s'il te plaît. Oui, je finis juste. Non, mais juste pour dire que c'était pour moi une très bonne chose que la loi française s'inspire du modèle suédois, où le client est pénalisé depuis 1999, et ça a entraîné une diminution de la prostitution de rue. Il y a moins de réseaux. Contrairement à l'Allemagne, où aujourd'hui il y a plus de 400 000 prostituées, parce qu'évidemment le fait de mettre les femmes en vitrine et de considérer le proxénète comme un simple entrepreneur, un chef d'entreprise, le message envoyé n'est pas le même. Alors, pour réagir sur la question de la prostitution, en quelques mots, il n'y a pas de question de plus vieux métier du monde, ce qui n'a jamais été prouvé d'ailleurs, c'est juste la plus vieille arnaque patriarcale. Point. Le consentement, de quoi on parle quand on dit un consentement par rapport à un acte sexuel qui a lieu par la voie marchande? Je vais vous le dire du point de vue du client. On nous dit maintenant qu'en France, il doit y avoir un désir réciproque, partagé. Mais moi, le consentement de cette femme, je le monnaie, parce que cette femme, elle existe sur le marché. Donc, puisqu'il y a parmi les femmes normales un consentement dans le sens d'un désir réciproque, elle a envie de moi, et ben moi je sais que sur le marché il y a des femmes dont on peut acheter le consentement contre une certaine dizaine d'euros. Selon l'ONU, 99% des patrimoines et richesses sont entre les mains d'hommes, donc c'est pour ça que ce soit d'ailleurs des personnes prostituées féminines ou masculines, le client est quasi toujours un homme. C'est tout simplement le genre des personnes prostituées qui s'adapte à la demande des clients, qu'ils soient homo ou hétéros. Et donc, il faut aussi se dire qu'on encourage dans les mentalités des hommes à coucher avec des femmes en sachant pertinemment qu'elles n'ont pas envie d'eux. Donc après, ça fait exploser dans les pays réglementaristes tout simplement le viol. Pourquoi? Parce que ce qui s'achète peut se voler. Puisqu'on a dit qu'une femme, maintenant c'est bon, on a marchandisé son corps, eh ben je peux l'acheter et puis au pire, je peux aussi le violer puisque la question n'est plus de son désir à elle. Et je peux vous dire qu'en temps de crise en ce moment, ce qui explose, ce sont les femmes qui viennent nous dire « Ah ben oui, mais maintenant il y a des gens qui veulent me donner un logement contre service sexuel. » Donc en fait, toute la société est teinte de cette revendication des hommes à donner ou bien de l'argent, ou bien un logement, ou bien quoi que ce soit, contre le pseudo-consentement de la femme qu'ils vont tout simplement voir comme un paiement sexuel. Tout n'est pas à vendre. Et dans les pays réglementaristes, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement des femmes dans des espèces de boîtes qui sont introduites dans des menus. On a vu ça, c'est genre, vous avez droit avec un forfait à une chambre, une femme, un repas. Et même récemment, un énorme drame, ça veut dire qu'ils ont fait des open bars sur des femmes et qu'à la fin, les clients, à la fin de la journée, disaient « Non mais attends, il y a 10 mecs qui lui sont passés dessus, là, elle ne voulait plus rien me faire. » C'est ça la réalité. Dans la réalité capitaliste d'aujourd'hui, de la mise en marché des corps des femmes. Et ce qu'elles nous disent, c'est que c'est pas vrai que les clients demandent un service sexuel. Parce que très souvent, comment elles gèrent ça psychologiquement, les personnes prostituées, c'est qu'elles se déconnectent de leur corps. Voilà,
elle s'oublie, elle laisse le client faire. Et les clients, ce qu'ils disent, c'est « Eh oh, je ne te sens pas là ». Ça veut dire qu'elles doivent en plus simuler, elles doivent montrer qu'elles leur appartiennent pendant cet acte sexuel. Elle n'est pas en train de donner avec une certaine distance un service sexuel du bout des doigts. Le client revendique qu'elle soit là, qu'elle se manifeste, qu'elle montre que... Enfin, ils achètent même la mise en scène du désir des femmes. Et j'ai vu la difficulté qu'on avait en fait à mener le débat contre... Et c'est ça que je regrette en fait, hein, quand on s'enferme dans des postures, quand on s'enferme dans des certitudes et des croyances. Moi je suis parlementaire depuis 1 an, je suis militant depuis à peu près 25 ans, j'ai été élu. Et, ce qui me fait avancer, c'est plutôt le fait de douter. C'est pas le fait d'être ancré dans des certitudes. J'aimerais avoir des certitudes. Et d'ailleurs, pour conclure, j'aimerais avoir les certitudes que tu as sur le fait que les politiques de pénalisation, de prohibition, elles ont pour conséquence immédiate de mettre un terme à la prostitution. Donc, moi, ce que je sais, et j'aimerais avoir ta certitude, et j'aimerais avoir ton optimisme, c'est que ce qui m'a été répondu ne participe pas d'une lutte réelle contre les réseaux et contre le proxénétisme. Ça ne fait que précariser in fine celles et ceux qui exercent le métier de la prostitution, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Les certitudes, je les laisse à d'autres. Moi, ce que je crois, quand je mène un débat, c'est qu'on me réponde sur des faits concrets. Et le gouvernement a répondu. Lutte contre l'immigration, pas d'accès à l'ATA et pas de lutte contre le proxénétisme. C'est ça le résultat du débat qu'on a eu vendredi. Alors sur la question de la prostitution, moi je suis très claire, je suis abolitionniste. D'abord, les arguments qu'on nous oppose, c'est la liberté à disposer de son corps. C'est aussi la liberté, c'est-à-dire qu'on pose aussi une certaine forme de moralité par rapport à la sexualité, sous-entendu que quand on s'oppose en fait à la prostitution, c'est d'une certaine manière s'opposer à une forme de sexualité des femmes. Donc c'est absolument aberrant. Je pense que très clairement, la prostitution, en dehors des images d'Épinal, il y a une réalité tragique autour de cette question-là, qui est effectivement les réseaux de prostitution. C'est une des dernières formes d'esclavage, et très majoritairement aujourd'hui, les prostituées qui sont en France sont à plus de 80% des femmes qui sont justement dans ces réseaux de prostitution. La loi, je pense que d'un point de vue symbolique, elle est assez forte, mais elle n'est forte que symboliquement. C'est-à-dire, mais malgré tout, il ne faut pas le négliger dans un débat où il y a quand même un clivage assez fort entre les défenseurs de la prostitution, c'est-à-dire de l'esclavage des femmes, et ceux qui s'y opposent. Donc, c'est quand même une forme d'esclavagisme, la prostitution. Je me suis attardé sur un texte, et il y a eu des objectifs qui nous ont été annoncés par le gouvernement, oui. Et quand je m'attarde sur le texte, ces objectifs n'y sont pas. Voilà ce qui fait que ma position c'est la deuxième partie la deuxième partie de ma remarque. Non, ce que je voulais dire, c'est que néanmoins, symboliquement, le fait de dire on s'attaque quand même à ceux qui, globalement, jusqu'à présent n'étaient pas inquiétés, c'est-à-dire les clients, c'est quand même d'une certaine manière une avancée. Vous avez les quartiers où vous avez des Chinoises, vous avez des Africaines. Globalement, ces femmes, il faut savoir qu'elles viennent avec un crédit sur le dos de plus de 30 000 € parfois, avec des menaces qui pèsent aussi sur leurs familles qui sont restées dans les pays d'origine. Donc je veux dire, il y a une réalité derrière ça. Alors moi, les 343 salauds qui vivent en dehors de notre monde et qui se payent des call girls à des prix pharaoniques, et ils sont complètement dans un autre univers. Par ailleurs, vous parliez de l'absence de dispositifs contre le proxénétisme. Il existe déjà dans le code pénal, dans le code de procédure pénale, des dispositions permettant de lutter contre le proxénétisme. Attendez, je finis et après, si vous voulez reparler, des dispositions permettant de lutter. Non mais il en existe ou pas? Parce que vous disiez, on ne voit rien dans cette loi qui permet de lutter contre le proxénétisme. C'était juste que vous disiez, je vous réponds, il existe d'autres dispositions. Je parle de la loi, je parle pas... Oui, mais... Et enfin, vous disiez, je ne prétends pas, évidemment, qu'avec une loi pareille, je l'espère, mais je ne prétends pas qu'on pourra mettre fin définitivement à la prostitution. Évidemment, elle continuera à exister, mais je tiens à signaler que le viol et le meurtre sont pénalisés depuis de très nombreuses années, et c'est pas pour autant qu'ils n'existent pas.
En ce moment, il y a une pétition justement au niveau européen qui est sur le revenu de base universel. Je ne sais pas si vous en avez un peu entendu parler. Est-ce que ce ne serait pas une solution, parce que justement de tout ce que vous disiez, la précarité des femmes justement économique les pousse à accepter des boulots sous-payés ou alors aussi des mi-temps, le fait aussi qu'à un moment donné, si elles veulent se poser un peu pour s'occuper de leurs enfants, c'est compliqué, il faut prendre des horaires de nuit. Est-ce que justement ce genre d'initiative économique qui permettrait, pour ceux qui ne savent pas, de ce que j'en ai compris en tout cas, ce serait permettre sans condition, avoir un revenu qui justement, puisque dans les droits de l'homme, en fait, il est dit à un endroit qu'on devrait pouvoir tous avoir de quoi subvenir à nos besoins primaires, entre guillemets, c'est-à-dire se loger, manger, avoir un toit. Dans les années 80, l'emploi à temps partiel, il a été spécifiquement conçu pour les femmes. Parce que finalement, qu'est-ce que ça fait? Ça dédouane le fait d'avoir des politiques ambitieuses par rapport à la garde d'enfants, dont je rappelle quand même qu'en France, plus de 43% des enfants de moins de 3 ans ont une solution de garde, 13% seulement en crèche, et le reste, c'est d'autres modes de garde, assistante maternelle, etc. Parce que c'est des sujets fondamentaux. Il y a des réactions d'homophobie, il y a des réactions sexistes, mais il y a aussi une absence d'espace, de lieu où on puisse discuter, débattre, mettre le doute, créer la confrontation dans un cadre respectueux, dans un cadre citoyen. Nous, à Bordeaux, on a une expérience avec la protection judiciaire de la jeunesse, avec des jeunes garçons qui ont entre 16 et 20 ans et qui ont commis des délits. Donc c'est des temps de discussion citoyens en alternative à des incarcérations. Et les sujets qui reviennent régulièrement sont les sujets rapport garçon-fille, homme-femme, et le rapport à l'orientation sexuelle, à l'homosexualité.